déjà entendu dans le monde de la santé et sécurité que 90% des accidents de travail étaient reliés au comportement inadéquat des travailleurs. Bref, premier faux mythe du monde de la santé et sécurité qu'on devrait enlever de notre vocabulaire pour une simple et unique raison. Un accident de travail, ça n'a jamais juste une cause. Donc, quand on dit que 90% des accidents de travail sont reliés au comportement humain, minimalement, on a oublié 50% de l'équation. Et suite à cette logique-là, ou cette prémisse-là de penser que 90% des accidents de travail sont reliés au comportement, ben les gens essayent d'adresser la problématique de comportement humain et ils vont faire ça en essayant de faire de l'observation préventive. Donc on part et là on s'observe, les gestionnaires observent les employés, on voudrait que les employés s'observent entre eux autres. Mais ça amène à une autre question à qui a dit que pour arriver à changer le comportement humain, il fallait l'observer? Ça vient d'où, cette affaire-là? Ça fait pas de sens. Et ça arrive en matière de santé et sécurité, bien évidemment, qu'il y a des problèmes de comportement humain. Il y en a plein des problèmes de comportement humain en matière de santé et sécurité. Mais si on a des problèmes de comportement humain, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a dans nos organisations pour arriver à gérer des êtres humains? Parce que il y a des façons qui ont été réfléchies. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risques. Si on a des problèmes de comportement humain et de risques reliés au comportement humain, il faut faire de la gestion de risques de comportement humain. Et qu'est-ce qu'on a pour faire de la gestion de risques de comportement humain? Des processus de gestion de ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce que les rôles et responsabilités sont bien définis dans nos programmes, dans nos procédures, dans nos règlements? S'ils ne sont pas écrits, s'ils ne sont pas définis, si c'est plein de zones grises, si c'est plein de vœux pieux, il ne faut pas se surprendre que les gens fassent n'importe quoi. C'est ce qu'on a défini. Et ensuite de ça, on va recruter puis on va embaucher des gens qui sont aptes à jouer les rôles et responsabilités qu'on a définis. Donc, tous les processus d'affichage de poste, de recrutement, d'embauche, etc., devraient permettre de s'assurer que les gens qu'on rentre chez nous sont aptes à jouer les rôles et responsabilités qu'on leur confie. S'ils ne sont pas aptes, parce qu'on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit ajuster les rôles ou revenir à éliminer et réduire la source en fournissant un bon environnement de travail et les bons équipements. Et là, après ça, une fois que j'ai recruté quelqu'un, est-ce que c'est parce que j'ai défini des rôles puis que je l'ai recruté que nécessairement il sait quoi faire? Ben non! Ça prend des programmes d'accueil puis de formation. Je vais le former immédiatement quand il va arriver pour qu'il soit apte à jouer ses rôles dès qu'il met les pieds chez nous. Puis si je ne le reforme pas après, ben, puis que ça fait 8 ans que je l'ai formé sur le cadenassage, c'est-tu possible qu'il ne se rappelle pas de ses rôles et ses responsabilités? Ben oui, c'est pour ça que ça prend des matrices de formation par poste qui vont définir qui on forme sur quoi, à quelle fréquence. Et après ça, pourquoi qu'on va mettre des périodes de probation puis de l'évaluation de rendement? C'est qu'on veut savoir, le gars qu'on a défini des rôles, qu'on l'a recruté parce qu'on savait qu'il était capable de les jouer, qu'on l'a accueilli, qu'on forme, bien là, après ça, je veux savoir, dans son premier 90, 100, 120 jours, est-ce qu'il est capable de les jouer, ses rôles, ses responsabilités? Y a-t-il besoin d'un encadrement particulier? Ou on va le remercier d'avoir essayé de venir travailler chez nous, mais on se rend compte qu'il n'est pas apte à faire ça. Puis l'évaluation de rendement, ça sert à aligner les gens sur les objectifs de l'organisation, leur positionner à quel endroit qu'on s'attend qu'ils viennent contribuer à la stratégie, mais aussi qu'ils exécutent leur rôle et voir s'ils ont besoin d'un soutien particulier. Ça fait toute partie des choses qui devraient être couvertes par les évaluations de rendement. Et est-ce que c'est parce que j'ai fait tout ça que mes employés sont au courant de tout ce qui se passe tout le temps et qu'on va les impliquer et tout ça? Ben non, ça me prend des processus d'information et de communication. Donc, comment je vais informer mes travailleurs sur les événements qui sont arrivés chez nous, les événements de leur département, dans le reste de leur corporation? C'est quoi les enjeux critiques qui sont passés dans le dernier mois? À quel endroit j'ai besoin de leur implication? Les informer des risques auxquels ils sont exposés, leur communiquer à travers des safety meetings, juste leur rappeler c'est quoi leur rôle, leur responsabilité, les risques de la journée qui s'en viennent, les audits qui s'en viennent, quels sont les constats de ces audits-là, bref, communiquer pour qu'ils sachent comment ça va. Et après ça, la rigueur. Une fois que j'ai défini des rôles, que j'ai formé le gars, que je me suis assuré qu'il est apte à les jouer, que je l'ai probé, que je l'évalue, que je communique avec, est-ce que si la personne n'exécute pas ses rôles et responsabilités, que je peux me permettre de discipliner et d'appliquer une gradation normale de sanctions telle que c'est défini dans les contrats de travail? Ben oui, mais il y a un ordre logique dans lequel il faut faire les choses. Puis après ça, la mobilisation et l'implication, ben où est-ce que je vais impliquer mon monde?
dans les analyses de risque de mon environnement de travail, de mes équipements, dans la définition des rôles, dans la révision des programmes, dans le mentorat et coaching lors de l'accueil, lors des formations, dans les périodes de probation, mes équipes de gestion, les collègues de travail, dans l'animation des safety meetings, peu importe quoi. Bref, tout ça, toute la gestion des ressources humaines en santé et sécurité, ça ne s'improvise pas. Et si on veut que les gens aient les bons comportements, rappelez-vous, la culture en santé et sécurité, c'est pas quand les gens ont des comportements sécuritaires, c'est quand les gens ont les comportements sécuritaires désirés par l'organisation. Et les comportements sécuritaires désirés par l'organisation, ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat de votre gestion. Et si vous avez des problèmes de comportement de vos travailleurs, de vos ressources humaines, on a des processus de gestion des ressources humaines qui aident à définir c'est quoi les comportements désirés par l'organisation, former les gens sur leur rôle, leurs responsabilités. Et finalement, la culture en santé et sécurité, ce n'est que le résultat de votre gestion. Et dans le cas que vous avez des humains à gérer, ce qui est probablement le cas, ça va être le résultat de votre gestion de ressources humaines pour ce qui touche la gestion des comportements humains. Bref, vous voulez en savoir plus, venez à la formation sur les processus RH en santé et sécurité, donc leur impact sur la santé et sécurité. Vous pouvez venir dans les formations sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, comment être un communicateur efficace en santé et sécurité. Bref, un paquet de processus qui vont vous aider. Formation aussi que j'adore, formation sur la rigueur en santé et sécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là, puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est rendu là, puis qu'on n'a pas le choix. Bref, tout ça, c'est sur le site de l'AGEST, www.agest.ca. Vous allez capoter, super belle formation, hyper stimulante, hyper pertinente et garantie que si vous appliquez ça, vous allez avoir un changement dans les comportements humains, c'est certain.